Bonsoir. La nouvelle donne s'appelle la digitalisation des moyens de paiement et des services publics. Oui, le chef de l'État, colonel Assimi Goïta, a procédé le 19 juillet dernier le lancement officiel de la digitalisation des moyens de paiement. Ce soir, nous ouvrons une large fenêtre sur la question de la dématérialisation dans notre pays. Pour parler justement de cette dématérialisation des services publics, nous ouvrons justement une large fenêtre ce soir sur des applications Made in Mali comme Calis Pay et moins de paiement de taxes. Il sera également question dans ce numéro de cybernétique ce qu'on appelle le stimulateur artisanal. C'est quoi le stimulateur artisanal? Votre reporter Awa Adama Koulibaly va faire un focus sur ce stimulateur artisanal. Nous allons également faire un focus sur ce qu'on appelle, oui, un système de pointage. C'est fini les registres dans les services pour contrôler l'arrivée et le départ des agents. Notre reporter Bokari Koulibaly aussi est allé voir c'est quoi ce système de pointage. Ce soir, nous avons comme invité sur le plateau de l'émission Cybernétique le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. Avec lui, nous allons évoquer l'ambition et la vision de l'État pour relever le défi de la digitalisation. Voilà, Cybernétique au cœur des innovations technologiques pour vous informer. Bonsoir et bienvenue dans votre émission cybernétique pour vous parler ce soir uniquement que de la dématérialisation de l'administration, mais également le véritable défi à relever qui s'appelle la digitalisation des moyens de paiement et des services publics. Oui, très bien. Comme je le disais dans le titre, ce soir, nous allons parler de la digitalisation des moyens de paiement et des services publics. Oui, le chef de l'État, colonel Assimi Goïta, a lancé le 19 juillet dernier le lancement officiel de la digitalisation des moyens de paiement et des services publics. Alors, nous vous proposons un extrait du président de la transition lors de la cérémonie de lancement officiel de la digitalisation des moyens de paiement et des services publics. Suivons ensemble un extrait du chef de l'État. En ce 19 juillet 2024, nous nous engageons sur un chemin qui promet de révolutionner notre administration publique, de rendre nos services plus accessibles, plus transparents et plus efficaces. Ce chemin est celui de la digitalisation de notre administration. Nous vivons à une époque où les technologies numériques redéfinissent les contours de nos sociétés. Partout dans le monde, les nations s'appuient sur la digitalisation comme un levier pour le développement et la croissance. Il est temps pour le Mali de faire de même. La digitalisation de notre administration est non seulement une nécessité, mais aussi une opportunité de moderniser notre pays et de répondre plus efficacement aux besoins de nos citoyens. La digitalisation est cruciale pour notre administration. Tout d'abord, elle améliore l'efficacité en numérisant les processus administratifs. Nous réduisons les délais de traitement, éliminons les redondances et minimisons les erreurs humaines. Les usagers n'auront plus à faire face à des files d'attente interminables ou à des procédures bureaucratiques complexes. Un clic, un seul clic, et vous aurez accès aux services dont vous avez besoin quand vous en avez besoin. Ensuite, la digitalisation renforce la transparence. Les systèmes numériques permettent de suivre et de tracer chaque étape des processus administratifs, réduisant ainsi les risques de corruption et d'abus. Chaque citoyen saura à quel niveau se situe son dossier, ce qui rétablit la confiance entre l'administration et les administrés. Alors, nous allons partir ce soir pour vous faire une démonstration de l'application de paiement par la digitalisation. Et désormais, lorsque vous devrez payer vos contraventions, vous avez tout simplement la possibilité de payer à travers des applications web et mobiles. Suivons ensemble cette démonstration avec la voix du directeur national de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. Suivons ensemble cette démonstration.
Quand l'usager aura accompli les formalités administratives liées à sa prestation qui seront elles aussi digitalisées, il aura le choix de procéder au paiement de la prestation entre les plateformes de Move Africa ou d'Orange Mali ou tout autre opérateur qui aura rejoint le processus de digitalisation des moyens de paiement, notamment la plateforme de la Poste en phase de test et de déploiement. Pour le cas des clients Move ou Orange qui souhaiteraient payer par code USSD, la procédure est la suivante. Code USSD de l'opérateur, plus code marchand du service, plus montant à payer, plus code mobile money du client comme vous le voyez. Ou tout simplement en accédant à l'application MyMove ou Maxi d'Orange et Postwari de la Poste déjà en téléchargement sur Play Store et bientôt sur App Store. Une fois la procédure de paiement validée par le client, le caissier ou l'agent en face de l'usager reçoit la notification de paiement, comme vous pouvez le constater, avec tous les détails du paiement, heure, date de paiement, montant, code de la transaction, etc. Aussitôt la sous-tête de pont au niveau de la mairie ou de la perception reçoit le même message de paiement, comme vous pouvez le constater. En fin de journée, le total et les détails des transactions sont transférés à la tête de pont qui est le Trésor, qui peut décider de transférer les montants perçus vers les banques de son choix. Au niveau de l'administration, la tête de pont qui est le Trésor ou les sous-têtes de pont au niveau des perceptions des mairies, des postes de police et différents guichets peuvent se connecter via l'interface web mise à leur disposition par Move ou Orange, en donnant son login et le code d'authentification envoyé sur le numéro mobile configuré à cet effet, comme vous le voyez. Une fois connecté, l'administration, selon les niveaux des droits accordés, peut voir l'ensemble des transactions et procéder à des opérations d'exportation du fichier journal des transactions ou du transfert des paiements reçus vers les banques de son choix. Alors, très bien, tout le monde sait que quand on parle de la digitalisation d'un moyen de paiement, il s'agit de la finance digitale. Alors, comment relever ces défis à travers des applications? Vous savez déjà, des entreprises maliennes comme la nouvelle technologie africaine s'étaient déjà lancées il y a de cela 5 ans dans ce moyen de paiement à travers une application qu'elle a développée. Cette application s'appelle Calis Pay. Alors, comment fonctionne cette application? Quelle est son utilité et son importance d'ailleurs pouvant permettre aujourd'hui aux Maliens de payer leurs taxes? Alors, suivons ensemble ce reportage de Awa Sidibé sur l'application Calis Pay. Faire de la digitalisation de l'administration une réalité est l'un des objectifs clés de l'entreprise des nouvelles technologies africaines, NTA. Elle en a fait de son cheval de bataille depuis plusieurs années. Cette entreprise a développé une application nommée Calis Pay permettant aux administrations de collecter les taxes et de suivre toutes les transactions effectuées par les contribuables. Nous avons depuis 2017 créé la nouvelle technologie africaine, propre à l'Afrique. Donc la première application qu'on a mis en place, comme je l'ai dénommé au départ, c'est Calis Pay. Calis Pay, c'est une application où on a conçu pour les collectivités, tout type de collectivités et même pour d'autres organisations aussi. Et donc depuis 2021, on est opérationnel et on a déjà travaillé dans 4 collectivités sur le territoire du Mali. Le PDG nous explique que l'idée de créer cette application est née lors d'un voyage. Je suis parti au Rwanda, j'ai vu que c'est un pays très bien développé et tout est parti de la bonne collecte des taxes. Depuis ce jour, j'ai créé l'entreprise en faisant Calis Pay pour prendre comme slogan le vrai développement. Je vu que pour avoir un vrai développement, il faut obligatoirement passer par la digitalisation. Et nous avons une forte expérience depuis 5 ans. On a déjà collecté plus de 500 millions avec notre application. Donc on a déjà travaillé dans plusieurs collectivités et nous avons pu quand même changer tous les endroits où on a passé. On a pu changer du simple au double cette collectivité. Cette dynamique s'aligne avec le projet du président de la transition qui met tout en œuvre pour digitaliser les administrations. Très bien, justement, vous venez de suivre ce reportage sur Calis Pay. Partons maintenant à la découverte de cette application à travers ce qu'on appelle la démonstration. Oui,
L'un des techniciens de la nouvelle technologie africaine a fait une démonstration du mode de paiement de Calispay jusqu'à vous donner votre reçu. Suivons ensemble cette démonstration. C'est avec Awa Sidibé. Avec Calispay, payer ces taxes pour exiger le vrai développement. L'environnement possède deux principaux éléments, à savoir l'application web ainsi que l'application mobile. L'application web qui va servir d'interface d'administration pour les différents décideurs de la collectivité. Donc nous voyons ici l'espace d'administration où pour accéder aux différentes fonctionnalités de l'application, nous aurons à accéder les informations de connexion à l'application. Voilà, donc une fois que l'administrateur se connecte à l'interface de l'administration, il a accès maintenant aux différentes fonctionnalités de l'application où toutes les configurations sont effectuées, à savoir la configuration de la collectivité. Nous avons un exemple ici qui est la commune 3 et disposant maintenant des différentes ramifications qui seront définies. À savoir, nous avons les ramifications qui peuvent être de différents types, à savoir les départements, les zones, les quartiers, les secteurs qui seront complètement définis. Les bases taxables seront également définies ainsi que les différents utilisateurs qui auront accès à l'application. Ça, c'est un tout petit peu l'interface permettant à l'administrateur de pouvoir observer en temps réel toutes les opérations qui s'effectueront sur les terrains. Nous avons par exemple aujourd'hui toutes les opérations d'enrôlement des contribuables, des équipements, connaître l'assiette fiscale, ainsi que le montant payé, les montants restants. Donc, à tout moment donné, l'administrateur, que ce soit les maires, un super admin, les percepteurs ou autres, acquis des droits, peut faire une observation de l'état actuel de la collectivité concernant les montants, les transactions effectuées. Donc voilà, maintenant nous sommes ici en face de l'application mobile. C'est l'application maintenant qui sera donnée aux différents agents qui vont se présenter auprès des contribuables dans la collectivité, dans les différentes localités de la collectivité pour effectuer des opérations d'enrôlement ainsi que des collectes. L'agent a été déjà préalablement configuré au niveau de l'administration, au niveau du back-office. Donc l'agent, une fois qu'il se connecte, déjà cela trouve qu'il a été affecté dans une localité donnée dans la collectivité. Ici, c'est la commune 3. Et maintenant, il a en face les différentes fonctionnalités de l'application, à savoir taxes et redevances, les tickets des marchés, les vignettes, état civil, entre autres. Pour les cas d'enrôlement, par exemple, des contribuables au sein de la collectivité, en se présentant à un éventuel contribuable, donc il accède à la fonctionnalité taxes et redevances, l'identification contribuable, et maintenant il a en face les champs, les différents champs qui vont lui permettre de prendre les coordonnées du contribuable qui se trouve en face. Soit le contribuable, c'est une personne physique ou bien une personne morale. Nous prenons le cas d'une personne physique. Voilà, il sélectionne les secteurs dans lesquels il se trouve. Par exemple, Badialantourwa. Donc, son nom, nous prenons juste un exemple. Traoré Oumar, tranche d'âge, le lieu de naissance, je prends Ségou. L'adresse, par exemple, Badialantourwa toujours. Un moyen de paiement préféré concernant le contribuable, Orange Money, le numéro de téléphone qu'on va prendre, le type de pièces d'identité du contribuable, par exemple la carte nationale, et le numéro de la pièce qui a été sélectionnée. Voilà, nous avons la possibilité de prendre la photo du contribuable ou de l'équipement que dispose le contribuable au sein de la collectivité. Voilà, donc en cliquant sur suivant, toutes ces fonctionnalités sont des fonctionnalités attribuées aux agents dans la collectivité. Voilà un récapitulatif des informations qui viennent d'être insérées concernant les contribuables. Dans les collectivités, soit les contribuables sont taxés en fonction des équipements, soit en fonction des natures d'activité. Nous prenons le cas d'un équipement, par exemple, que dispose le contribuable, le secteur d'activité redevance, le type de l'équipement, soit il dispose d'un magasin, kiosque. Voilà, nous avons les magasins, les numéros de l'équipement,
une précision. Si les magasins, l'équipement dispose d'une précision, soit c'est grand, c'est moyen, c'est petit. Exemple, c'est grand. Voilà. Et puis nous pouvons dire ajouter. Et une fois qu'on ajoute, ce qui signifie maintenant que cet équipement magasin est attribué à ses contribuables, M. Oumar Traoré. Et puis l'agent, il peut cliquer sur finaliser. Et les TPE, les terminaux de paiement électronique. Donc, une fois que l'enrôlement est terminé, automatiquement, le reçu est généré et ce reçu va contenir toutes les informations sur la situation fiscale du contribuable qui vient tout juste d'être enrôlé. Ça, c'est un peu le processus d'enrôlement d'un contribuable au sein de la collectivité. Donc, des passages aussi directement au niveau du tableau de bord en temps réel, au niveau du back-office au sein de la collectivité. Donc, ils ont une observation en temps réel de ce qui se passe sur le terrain. Par exemple, nous sommes ici, nous voyons les contribuables qui viennent tout juste d'être enrôlés. Nous avons ces informations ici. Oumar Traoré, qui se trouve au niveau du Badjalan 3 avec son numéro de téléphone, la base taxable qu'il dispose, la situation fiscale correspondant aux informations données concernant les types d'équipement qui a été sélectionné et l'agent qui a effectué également cet enrôlement. Nous aurons en temps réel toutes ces informations. On peut apprendre très vite de devenir un pilote comme on veut. Voilà, un simulateur artisanal. C'est une conception d'un jeune Malien, un passionné, je peux dire, qui a aimé le domaine de l'aviation. Alors ce soir, partons à la découverte de ce simulateur artisanal. Oui, c'est avec Awa Adaman Coulibaly qui va nous faire voyager dans le méandre de l'aviation civile. Comment ça se passe pour devenir un vrai pilote? Suivons et regardons surtout, c'est vraiment passionnant, ce qu'on appelle le simulateur artisanal. Suivons ensemble. Là, il est en train d'allumer les lumières extérieures pour se préparer parce qu'il est sur la piste et le volet, il l'a vérifié, c'est bon. La fréquence de communication réglée, les lumières extérieures allumées, notre jeune pilote, M. Dabitao, âgé de 23 ans, est prêt pour un tour de piste sur Bamako. Un décollage réussi, une croisière de moins de 10 minutes et un atterrissage parfait selon le copilote. C'est bien, merci pour le vol. Nous sommes dans le cockpit d'une ancienne épave TB10. Le simulateur, c'est un module pédagogique de formation qui permet d'initier l'entraînement aux procédures de vol et aux règles de vol. Et ça permet d'avoir le coup de main, le coup d'œil avant de monter dans l'avion. Le simulateur reproduit les mêmes conditions qu'un avion, les mêmes conditions de vol. C'est comme un avion, mais qui n'a pas les coups d'un avion parce qu'il est fixe, il est posé et puis on peut faire tous les entraînements sur le simulateur avant de passer à l'avion. Le simulateur de vol, un outil donc indispensable pour la formation d'un pilote. Celui-ci n'est pas commun. Pour plus de réalisme et planer toujours plus haut, il a été pensé et conçu pièce par M. Kouyaté, un passionné de l'aviation, en 3 mois. On est parti d'un vrai avion. Ça, c'est un cockpit de TB10 qui a été découpé et remodelé comme ça. Maintenant, tout ce qui est aspect engineering, aspect installation, configuration, tout le tralala, j'ai eu à le faire. Maintenant, dans la configuration, j'étais confronté à un challenge. C'était comment faire un simulateur digne du terme qui reproduit mais qui n'est pas figé sur un seul avion. Donc il y avait 2 choix. Soit on le fait avec les équipements qu'on peut acheter et les mettre, mais dans ce cas, on serait figé sur un seul avion et on ne pourrait pas faire par exemple d'autres avions comme les bimoteurs ou des avions à pas variable. Donc c'était un challenge. Alors, ce qui était mieux, c'était vraiment de faire la philosophie comme ça. C'est de faire un design avec les éditeurs d'images et tout, en fonction de l'avion type
et maintenant de programmer les équipements et de faire que le comportement de l'équipement soit fait comme ça reproduit les conditions de vol. Vous voyez, la carte, le GPS, tout ça, c'est vraiment informatique. Ça a été programmé, il n'y a pas d'achat d'équipement. Et on peut changer d'avion, comme par exemple on est sur du bimoteur actuellement, et le vol que mon cher Dabitao a fait, il a fait sur du monomoteur Cessna 172. Là, on est sur un DA-62. Donc, on peut se faire former sur plusieurs types d'avions sur ce simulateur. Parmi eux, les avions de loisirs, commerciaux et militaires. Ce simulateur polyvalent contribue non seulement au maintien des compétences des pilotes professionnels, mais aussi à l'initiation des élèves et futurs élèves pilotes maliens. Le tour de l'aérodrome dans l'essence défini par les autorités, dans n'importe quel sens. En ce moment, ils sont 5 apprenants à s'entraîner dessus. Adjudant Fatoumata Diakité est la seule femme parmi eux et sera la première femme pilote des eaux et forêts du Mali. L'avion qui se trouve en face, il faut le prendre. Je suis agent des eaux et forêts. Nous sommes en formation depuis le 2 mai 2023. Maintenant, ça va parce que on pensait que piloter un avion, c'était diabolique. Au niveau de Simi, on a l'impression d'être dans le vrai avion. On sent toutes les conditions météorologiques, comme le vent, la pluie, les secousses. Il y a beaucoup de charges de travail parce que tu dois vérifier les instruments, tu dois contrôler, tu dois faire du vol à vue. Donc tu dois toujours regarder dehors et prendre des repères. Les virages, la montée, on sent toutes ces sensations-là, tu vois. Donc il y a une très grande pression. En réalité, c'était une passion, mais en vrai dire, c'est la fonction qui nous avait envoyée parce qu'on a beaucoup de tâches. Surtout quand on parle de la gestion de la forêt, on parle de la protection, surveillance et accès difficile. Et l'incendie, comme on fait des brouses. Et même ça nous permet aussi de cartographier la délimitation de nos forêts et même sensibiliser après. L'objectif même, c'est créer un aérodrome forestier. Fatoumata et ses camarades sont presque en fin de formation. Cela fait 1 année et 2 mois qu'ils suivent des cours à l'aéroclub de Bamako, le club qui abrite le simulateur multi-options. Alors l'aéroclub de Bamako est une structure qui a 2 vocations. La première vocation, c'est la promotion de l'aviation légère et de l'aviation de loisirs. La deuxième vocation, peut-être la plus importante, c'est l'instruction, la formation des pilotes, des futurs pilotes au Mali. L'objectif principal, c'est amener le maximum de jeunes Maliens et de moins jeunes Maliens dans la pratique de l'aviation. Oui, les membres de l'association s'activent à démystifier le domaine de l'aviation pour les passionnés. Et de nos jours, il n'y a pas de qualification spécifique pour manipuler un aéronef. Il faut juste avoir un niveau baccalauréat. Jusqu'à un passé assez récent, on parlait plus des scientifiques. Mais je vous avoue qu'avec la facilité de l'informatique aujourd'hui, il y a même des littéraires aussi. Donc je dirais que c'est nuancé. Parce qu'on a eu des gens qui sont venus de A, c'est A, donc tout ce qui était langue, qui sont aujourd'hui des pilotes. Autrefois, c'était réservé qu'aux matheux, qu'aux scientifiques, et tout, mais aujourd'hui, tout le monde peut y accéder, il suffit d'avoir peut-être un peu de jugeote quand même, il faut le dire. Voilà. Allons ce soir à la découverte d'un système de pointage dénommé Access. Oui, c'est le résultat des jeunes étudiants maliens qui ont mis leur ingéniosité au service de la digitalisation. Voilà, des jeunes maliens, sinon des jeunes étudiants qui ont su créer ce système-là pouvant permettre aujourd'hui de contrôler l'arrivée et le départ des agents dans les services. Alors, bravo à ces jeunes étudiants qui d'ores et déjà ont aimé, sinon savent que l'avenir, c'est la digitalisation. Cela veut dire que la dématérialisation de l'administration est désormais une réalité dans notre pays. Partons donc à la découverte de ces jeunes-là. C'est avec Bokari Koulibaly. Quand l'employé arrive à la porte du service, il aura juste à badger sa carte. Donc, on a l'heure de départ ou l'heure d'arrivée qui est enregistrée à l'heure, la minute et la seconde près.
Conçu par les étudiants de l'Institut africain de management, le système de pointage dénommé Access est une méthode numérique qui permet d'avoir des informations sur l'arrivée et le départ des employés d'une entreprise. En forme de boîtier fixable à l'entrée principale, ce dispositif fonctionne avec une carte magnétique et un écran de téléviseur. C'est pour permettre le suivi et aussi permettre aussi aux employés d'être plus crédibles aux yeux des employeurs. Si c'est par rapport à ça. Et également aussi celui qui va s'occuper de la gestion, plus précisément la RH, et ils vont plutôt laisser l'ancienneté qui va tout le temps venir enregistrer avec le BIC. Pour réaliser Access à proprement parler, on a eu à utiliser un nano-ordinateur qu'on appelle le Raspberry, et avec nos cartes ici présentes. Donc on a ici un petit écran LCD à l'intérieur qui va vous montrer une fois que vous avez badgé pour l'employé lui-même, ok monsieur vous avez badgé à telle heure, c'est-à-dire telle heure c'est l'heure de départ, telle heure c'est l'heure d'arrivée. Avec cette innovation technologique, pas de souci à se faire en cas de délestage. Les concepteurs du système ont une solution. Pour mettre le système en place, il faut l'onduleur. Par exemple, après qu'il y ait délestage, l'onduleur va prendre le relais en attendant que le courant revienne. Et une autonomie de 3 à 4 heures est largement suffisante pour un début, mais après, on pourra parler d'une autonomie de 8 heures. Doté d'un système de notification d'avant l'heure de pointage, ce dispositif est également capable de générer un rapport de pointage, ce qui permettra à l'entreprise d'avoir des informations sur le nombre de pointages des employés. L'application va lui fournir un document PDF où il y aura la date, les noms et prénoms des employés, leur poste également, ainsi que les heures précises d'arrivée et de départ. Mais également, on a ajouté une dernière colonne où l'employé des ressources humaines va ajouter une colonne observation. C'est-à-dire si pendant ce temps, l'employé était, je ne sais pas, à une mission où il n'était pas sur le terrain, où il était malade, il va pouvoir justifier ces absences-là. Outre ces avantages, d'autres améliorations sont en perspective selon les concepteurs de Access. On veut coupler à notre application qu'on a déjà développée une seconde version en mobile qui fera de telle sorte que lorsque votre téléphone portable n'est pas à proximité de la carte, lorsque vous pointez, la carte ne va pas s'activer. Donc cela peut pallier à ces problèmes de contournement du système. Donc on a également aussi pensé à un système qui ferait en sorte que lorsque vous pointez, que le dispositif puisse déverrouiller la porte. Donc il va également pallier le fait de gérer la sécurité, c'est-à-dire le bâtiment ne pourrait plus être en libre accès à tout le monde. Premier à avoir expérimenté cette invention, l'Institut africain de management vante la qualité du produit. On l'a trouvé tellement intéressant que nous, on a été les premiers à passer commande auprès de nos étudiants, à les accompagner afin que même ce prototype qu'ils ont développé, qu'ils puissent réellement le mettre en place, afin que l'Institut elle-même puisse d'abord être le premier consommateur de ce produit-là. Access n'est pas la seule invention de ces jeunes concepteurs. Ils travaillent également sur un robot de nettoyage téléguidé, un système de restriction d'accès à des données personnelles, entre autres. Très bien, comme je le disais, ce soir, il est notre invité, le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. Avec lui, nous allons parler justement de l'importance et la nécessité, oui, de la digitalisation des moyens de paiement. Qu'est-ce qui peut être l'importance, sinon l'utilité de cette nouvelle donne-là pour les populations? Alors, qu'est-ce que les populations maliennes vont bénéficier justement dans cette nouvelle donne qu'on appelle la digitalisation des moyens de paiement et des services publics. Suivons ensemble cet entretien avec le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Le président de la transition, colonel Assimi Goïta, a annoncé à Sikasso il y a moins d'un mois d'aller vers la digitalisation. Ministre de l'économie numérique que vous êtes, est-ce que ce message est ouf de soulagement ou un déclic pour votre département? Oui, merci beaucoup. C'est les deux à la fois. C'est un ouf de soulagement et un déclic pour nous.
parce que d'abord, on avait besoin de ces portages politiques qui dépassaient un peu certains niveaux. Il fallait vraiment l'implication de la plus haute autorité de l'État pour vraiment réactiver ces domaines qui aujourd'hui est devenu indispensable à tout progrès économique et social dans le monde, et particulièrement chez nous. Je voudrais d'abord dire aux Maliens que le gouvernement de transition est là, sous l'autorité du Premier ministre et les hautes directives du président de la transition, pour résoudre les problèmes des populations maliennes. Lorsque nous faisons des choix stratégiques, c'est en ce sens-là. C'est parce que le président de la transition et l'ensemble des membres du gouvernement ont compris qu'il fallait réduire les lourdeurs administratives et puis améliorer les performances de notre administration et les mettre au service de l'usager en lui faisant économiser et le temps, et l'espace, et l'argent pour qu'ils puissent avoir une qualité de vie meilleure et puis moins souffrir des tracasseries administratives, que cette disposition a été prise, qui en même temps permet de lutter contre la corruption. Elle permet en même temps plus d'accessibilité à l'administration, plus de traçabilité, n'est-ce pas, des fonds qui reviennent à l'État, et puis de la redevabilité aussi, n'est-ce pas. On devient redevable parce que chaque fois que vous commettez une action par ce canal du numérique, elle est traçable, et puis vous avez en retour une réponse chaque fois que vous exécutez une dépense dans ces domaines-là. Donc ce sont des thèmes qui sont là, qui sont extrêmement importants et qui prouvent vraiment les soucis qu'a le président de la transition et l'ensemble du gouvernement à résoudre les problèmes de nos populations, en commençant par ceux de l'allègement même des lourdeurs administratives et la construction d'une administration au service de l'usager. Oui, bien sûr, vous savez que la digitalisation est devenue cruciale aujourd'hui pour tous les pays. Et vous savez que notre pays, comme beaucoup de pays, perdent beaucoup de fonds, n'est-ce pas, dans les différents trajets de réception des fonds publics. Et aussi, il y a aussi cette opacité qui est là dans les fonds publics qu'il va falloir découvrir, n'est-ce pas. Et donc, c'est en ce sens que nous savons que nous avons un peuple très résilient. Et donc, le président, à Sikasso, a lancé cet appel en fonction de la vision qu'il a du soulagement des populations qui souffrent et qui sont résilientes, mais auxquelles aussi il faut apporter quelques réponses de soulagement, n'est-ce pas? Oui, je pense que beaucoup le savent déjà. Peut-être qu'il y a quelques personnes qui peuvent penser comme vous l'avez dit, mais la majorité des personnes savent aujourd'hui, les populations savent aujourd'hui que quand vous les envoyez de l'argent par le numérique, elles les reçoivent rapidement sans se déplacer. Donc beaucoup de gens savent aujourd'hui que le numérique, c'est de l'argent. Ça permet d'économiser. Quand vous pouvez avoir votre acte de naissance sans vous déplacer pour aller dans votre ville de naissance, quand vous pouvez obtenir votre casier judiciaire ou bien votre carte d'identité sans vous déplacer, n'est-ce pas? Quand vous pouvez payer votre passeport, les frais de délivrance de votre passeport sans vous déplacer, ça vous permet d'économiser trois choses. Le temps, la distance et aussi les fonds, parce que vous dépensez de l'argent pour vous déplacer. On ne se déplace pas gratuitement. Donc en jouant sur ces trois, vous avez déjà une grande réduction, n'est-ce pas, des frais. Maintenant, pour revenir à la question des problèmes d'eau, mais la recherche de l'eau aujourd'hui se fait par des moyens scientifiques et techniques. Elle ne se fait pas aussi sans les moyens technologiques de l'information et de la communication. Là aussi, le numérique intervient. Et aujourd'hui, mais dans tous les domaines, que ce soit dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'hydraulique, même de la musique, le numérique intervient pour améliorer la qualité, n'est-ce pas, des prestations, en même temps réduire les frais. Donc tout ça, ça permet aussi le numérique à l'État d'avoir beaucoup plus de ressources. Donc, pour venir à votre préoccupation, de pouvoir résoudre les problèmes en commençant par la réalisation de beaucoup plus de points d'eau. Par exemple, sans le numérique, peut-être que le gouvernement faisait déjà des efforts dans le domaine de l'hydraulique, mais avec le numérique, il aura plus d'argent. Et un gouvernement qui a plus d'argent, mieux géré, va investir beaucoup plus dans les préoccupations des populations, parmi lesquelles celui de l'hydraulique, de la santé, de l'éducation, et j'en passe. Oui, nous, le gouvernement de la transition, il est pour, n'est-ce pas, un partenariat sincère et honnête avec le privé. Mais nous voulons d'un privé qui respecte la souveraineté du Mali. Il nous faudrait des privés qui sont vraiment des patriotes maliens, qui travaillent par le Mali et pour les Maliens, n'est-ce pas? Et dès que ces conditions sont réunies, nous sommes prêts à prendre en charge et à collaborer avec tous les privés, surtout ceux qui sont performants,
Mais notre condition, ne l'oubliez pas, c'est le respect de la souveraineté. Nous ne voulons pas de privés infiltrés par des mains étrangères qui ne peuvent pas être toujours favorables à notre développement socio-économique ou à notre souveraineté. Voilà, c'est ce qui me fait à cette émission ce soir largement consacrée à la digitalisation des moyens de paiement et des services publics. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain. D'ici là, je vous souhaite de passer d'excellents moments en compagnie des programmes de l'ERTM. Retrouvez justement cette émission sur www.worldtm.ml et sur l'ensemble de nos plateformes digitales. Quant à moi, je vous remercie ceux qui sont en train de nous suivre en direct justement sur notre page officielle. Rendez-vous le mois prochain. D'ici là, passez d'excellents moments en compagnie du programme de l'ORTM. Ensemble, rien, absolument rien ne nous résistera.